Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire aujourd'hui. Alors, tout d'abord, merci à toutes et à tous d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation pour cette session sur l'hypertension artérielle du chat. Je me présente, je suis Cécile Collignon, vétérinaire et responsable technique chez Seva. Et avant de vous présenter nos orateurs, est-ce que vous pouvez nous confirmer via le chat que vous voyez bien l'écran et que vous nous entendez bien, s'il vous plaît? Super. Bon. Alors, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée par Laurent Boina et Célia Maringue. Laurent est spécialiste en ophtalmologie à la clinique Ophthavet à Paris. Célia est vétérinaire ophtalmo et ancienne interne de l'école vétérinaire d'Alfort. Cette année, on vous propose en 2022 un parcours un petit peu différent. On sait que l'hypertension artérielle, c'est rarement une maladie qui arrive seule. Un chat hypertendu n'a rarement que des lésions oculaires et c'est la raison pour laquelle on va essayer de mener en parallèle les maladies concomitantes et notamment les maladies rénales chroniques avec l'hypertension artérielle qui peut entraîner des lésions oculaires et des lésions rénales. Aujourd'hui, on va s'intéresser principalement à l'intérêt de l'examen ophtalmologique dans le suivi d'un chat qui présente une maladie rénale chronique. Dans une autre session, la prochaine en tous les cas qui aura lieu en juin, où on parlera plus en détail du traitement, du suivi et de ce que l'on peut attendre après au niveau des lésions. Juste avant de commencer, petite précision, Medcom est partenaire de ce webinaire et comme la dernière fois, il y aura un quiz proposé par Célia et par Laurent. La personne qui répondra de façon correcte et la plus rapide via le chat aura la chance de repartir avec un ouvrage. Laurent, je vous laisserai nous en dire plus à ce sujet. J'en ai fini pour ma partie, je vous laisse la place. Merci. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci à Cécile, merci à Seva pour l'organisation et la participation. Donc, comme vous a dit Cécile, aujourd'hui, nous allons nous focaliser un peu plus que la dernière fois. La dernière fois, on vous avait présenté les liens entre l'hypertension artérielle et les lésions ophtalmo. Et aujourd'hui, on va se focaliser sur l'intérêt de l'examen ophtalmo dans le suivi d'un chat atteint de maladie rénale chronique. Voilà pour les remerciements. Et je vais donc tout d'abord passer la parole à Célia Maringue qui va vous parler de la maladie rénale chronique chez le chat. Merci, bonjour à tous. Donc, je vais effectivement vous faire quelques rappels sur la maladie rénale chronique chez le chat. La maladie rénale chronique, elle est définie comme des anomalies structurelles ou fonctionnelles qui concernent soit un rein, soit les deux, et qui évoluent depuis plus de 3 mois. C'est une maladie qui est très fréquente et la fréquence, elle va augmenter avec l'âge. Ça concerne 28 à 50% des chats seniors. La maladie rénale chronique, c'est une cause importante de morbidité et de mortalité chez les chats âgés. La maladie rénale chronique, c'est une des causes... Oups. La maladie rénale chronique, c'est une des causes les plus fréquentes d'hypertension artérielle. Il y a 20 à 65% des chats atteints de maladie rénale chronique qui sont hypertendus. Et effectivement, il s'agit d'un cercle vicieux, donc décidément. Il s'agit donc d'un cercle vicieux. La maladie rénale chronique entraîne l'hypertension artérielle et l'hypertension artérielle va aggraver la maladie rénale chronique, notamment via une protéinurie. Le diagnostic précoce donc, de la maladie rénale chronique et de l'hypertension artérielle, c'est un enjeu majeur et ça va jouer de manière très importante et avoir un impact très important sur la qualité de vie du chat âgé. Concernant l'hypertension artérielle et la maladie rénale chronique, je vous ai fait quelques rappels de physiopathologie. En cas de maladie rénale chronique, vous avez en fait des lésions au niveau donc, des néphrons
qui sont à l'origine d'une diminution du débit de filtration glomérulaire. Ça entraîne une activation du système rénine-angiotensine-aldostérone. La quantité donc d'aldostérone va augmenter et ça entraîne une vasoconstriction de l'artère efférente donc rénale, ce qui va aggraver en fait les lésions dans les néphrons et aggraver la maladie rénale chronique. En plus de ça, on a une augmentation donc, du tonus sympathique et une dysfonction de l'endothélium vasculaire qui sont à l'origine d'une vasoconstriction. Et c'est l'ensemble de ces mécanismes qui vont entraîner une dérégulation de la pression artérielle. Pour le diagnostic de l'hypertension artérielle. C'est un diagnostic qui est très souvent tardif et l'hypertension artérielle est très souvent diagnostiquée. Il y a une étude assez récente donc, au Royaume-Uni qui montrait que la mesure de pression artérielle était réalisée sur uniquement 25% des chats MRC. Les recommandations de l'ACVIM actuellement, c'est pour tous les chats sains qui ont plus de 9 ans, de réaliser des mesures de pression artérielle régulières, c'est-à-dire à minima 1 à 2 fois par an. L'hypertension artérielle, elle est problématique, notamment parce qu'elle va entraîner des lésions des organes cibles. Donc, on en avait parlé dans la conférence précédente, ça s'appelle donc Target Organ Damage en anglais. Et donc, les organes cibles, c'est les yeux, bien évidemment, le rein, l'encéphale et le cœur. Je vous ai remis ici le tableau avec les valeurs de la pression artérielle et la classification de l'hypertension. Et effectivement, le risque de lésion au niveau des organes cibles, il est beaucoup plus important lorsque la pression, lorsque la pression artérielle est supérieure à 180 mm de mercure. 3/4 des chats qui présentent des lésions sur les organes cibles, ils ont une fonction rénale anormale et la prévalence des lésions oculaires, ça représente de 68 à 83% des chats hypertendus, ce qui est très important. Donc, ça souligne bien l'intérêt de réaliser un fond d'œil pour suivre la maladie rénale chronique afin de diminuer donc, le risque de lésions sur les organes cibles et de diminuer la morbidité et la mortalité liées à la maladie rénale chronique. Je vais vous parler maintenant de la réalisation pratique du fond d'œil. On va discuter des différentes méthodes. Le fond d'œil, c'est un examen qui est rapide et peu invasif. Les lésions de rétinopathie hypertensive sont généralement des lésions qui sont facilement détectables et visualisables. Et ça a un intérêt chez les chats stressés. Donc, notamment lorsque vous avez en consultation un animal qui présente une pression artérielle élevée et qui est anxieux, c'est pas forcément évident de savoir si effectivement l'élévation de la pression artérielle est liée au stress ou pas. Et on voit effectivement que le fond d'œil nous permet de mieux détecter et de faire un dépistage précoce de l'hypertension artérielle chez les chats atteints de MRC. Par rapport aux conditions d'examen, lorsque vous souhaitez faire un fond d'œil, on va se placer à l'obscurité et préalablement, on va réaliser une dilatation pupillaire. La dilatation pupillaire, on utilise le tropicamide, donc le nom déposé c'est le mydriaticum. On va donc mettre une goutte dans chaque œil toutes les 5 minutes et ce pendant 20 minutes. L'avantage de ce collyre, c'est donc un parasympatholytique qui va avoir une durée d'action courte, c'est-à-dire environ 5 à 6 heures, contrairement à l'atropine où l'effet est beaucoup plus long. Donc, c'est pour ça qu'on utilise plutôt le tropicamide. Généralement, on prévient aussi les gens que le chat risque d'être un peu ébloui pendant les 5 à 6 heures qui suivent l'examen du fond d'œil. Je vais maintenant vous parler donc, des techniques d'ophtalmoscopie. Il existe 3 principales techniques d'ophtalmoscopie. Donc, l'ophtalmoscopie directe, l'ophtalmoscopie avec le panoptique et l'ophtalmoscopie indirecte.
Concernant les réglages pour l'ophtalmoscopie directe, on utilise effectivement, vous avez une petite molette qui vous permet en fait de régler sur l'ophtalmoscope à 0 dioptrie. On utilise le filtre blanc. On va donc rechercher le reflet du fond d'œil et se placer à 2 à 3 cm de l'œil du chat. Pour le panoptique, globalement, les réglages sont les mêmes. Pour l'ophtalmoscopie indirecte, il y a un petit peu plus de réglages. Donc, pardon, merci. Oh, pardon. Donc, vous avez un casque que vous positionnez donc sur la tête. Vous allez pouvoir faire donc régler notamment l'espace interpupillaire. Vous avez une petite molette qui vous permet de régler l'intensité lumineuse et vous allez pouvoir positionner et choisir le diamètre du faisceau lumineux. Une fois que vous avez mis donc le casque sur la tête, vous allez donc, en tenant donc la tête de l'animal, rechercher le reflet du fond d'œil et ensuite vous intercalez la lentille à 2 à 4 cm de l'œil du chat. La lentille, pour les chiens et les chats, généralement, il y a plusieurs dioptries qui existent. On utilise soit une 20, soit une 30 dioptries. Donc, voici les images en pratique. Donc, vous avez Dr Boina ici qui regarde avec le panoptique et là, l'utilisation de l'ophtalmoscope indirect. Je vous ai mis une petite comparaison des images qu'on peut avoir en fonction des différentes techniques. Donc, c'est tiré du Veterinary Ophthalmology de 2013. Ce qu'on peut voir notamment, c'est qu'effectivement, en fonction de la technique utilisée, l'ophtalmoscopie directe permet d'avoir un champ d'observation qui est assez restreint, alors que la technique indirecte montre que le champ est beaucoup plus large. Je vous ai donc résumé ici les avantages et les inconvénients de chaque technique. Pour la technique directe, c'est une technique monoculaire, donc on ne va pas visualiser les reliefs, ce qui peut être un avantage ou un inconvénient selon ce que vous recherchez. L'image, elle est droite et on a effectivement un fort grossissement, comme je vous le disais précédemment, donc le champ d'observation est plutôt faible. C'est un matériel qui est par contre peu coûteux. Pour l'ophtalmoscopie indirecte, on a une vision binoculaire, donc une vision des reliefs. Par contre, l'image, elle va être inversée et renversée. C'est-à-dire que la partie qui est dorsale se retrouve en ventrale et la partie temporale se retrouve en nasale. Le grossissement, il est par contre faible, donc vous avez un champ beaucoup plus large. Et souvent, c'est plus facile d'apprécier du coup les lésions. Le coût, par contre, du matériel est plus important. Et le panoptique, c'est un bon intermédiaire. Donc là aussi, c'est une technique monoculaire, mais par contre, le grossissement est un peu moins important qu'avec l'ophtalmoscopie directe. Maintenant, on va discuter de ce qu'on regarde quand vous faites un fond d'œil. En fait, on va regarder toutes les parties du fond d'œil une par une. La première partie qu'on va regarder, c'est la papille, donc qui correspond à l'émergence du nerf optique. On regarde à la fois la taille, la forme, la couleur et les reliefs. Chez le chat, elle est circulaire et elle est sombre, elle est non myélinisée, contrairement au chien. Ensuite, vous allez donc regarder et visualiser le tapis et la zone montapétale. Entre les deux se trouve la zone de transition. Et vous allez pouvoir découper le fond d'œil en 4 zones pour observer les zones une par une et pouvoir les comparer. Ensuite, on va visualiser les vaisseaux. Donc, c'est le petit schéma que Laurent Boina vous avait montré précédemment. Vous avez les veines rétiniennes ici et les petites artères et artérioles rétiniennes qui sont en rouge là. Les vaisseaux, ce qui est important de regarder, c'est la taille et le diamètre, notamment parce que vous pouvez avoir des endroits où en fait le diamètre est soit plus important, soit vous pouvez avoir des constrictions à certains endroits sur le vaisseau. On va regarder aussi la forme et la tortuosité des vaisseaux et bien entendu la couleur qui peut être plus marquée et plus sombre, notamment quand on a des congestions vasculaires ou plus pâle, notamment en cas d'anémie.
Et du coup, je vais laisser la parole à Laurent pour l'examen ophtalmologique. Merci Célia. Voilà, donc on va aborder maintenant l'examen ophtalmo dans le cadre de l'HTA. Alors les motifs de consultation, tout d'abord. Un des motifs classiques, c'est la cécité. Donc les propriétaires qui ont noté une baisse de la vision assez subite depuis quelques jours, la plupart du temps. En quelques jours, donc, le chat va être gêné pour sauter d'un canapé à l'autre ou va des fois même se cogner. Et les propriétaires le remarquent, ils voient très vite un changement. Donc ça, c'est un des premiers motifs. La mydriase bilatérale, comme chez ce chat, vous voyez cette dilatation des deux côtés des pupilles, donc qui est un des motifs classiques. Et la rougeur intraoculaire, comme chez ce chat en bas, où vous notez la rougeur d'un œil, qui est due à un hyphéma, donc une hémorragie intraoculaire. Donc ça, c'est un autre motif classique. Vous pouvez avoir soit un seul de ces motifs, soit deux, soit même les trois. Alors, vous allez réaliser votre examen ophtalmo. Tout d'abord, vous savez qu'on commence l'examen ophtalmo par un examen à distance, donc sans matériel, juste regarder avec une lumière correcte. Vous allez tester les réflexes. Tout d'abord, le test de la menace, réponse à la menace, qui est souvent absente dans le cadre de cette cécité. Une mydriase, comme on l'a vu tout à l'heure, comme chez ce chat ou comme chez celui-ci. L'hyphéma, donc on voit ici chez ce chat une hémorragie intraoculaire. On peut parler d'hyphéma avec le dépôt des globules rouges qui se déposent dans la chambre antérieure sous l'effet de la pesanteur. On peut avoir une uvéite associée dans le cadre de ces hémorragies. Ça peut s'accompagner d'une production de fibrine. Et à partir du moment où il y a fibrine, il y a inflammation. Donc parfois, on doit associer un traitement anti-inflammatoire, mais ça, on le verra dans le cadre du traitement. Et on peut avoir, et c'est pas si rare que cela, un glaucome, donc une hypertension secondaire à l'hémorragie, aux hémorragies dans le cadre de ces hypertensions artérielles. Vous voyez ici une hémorragie importante et ces hémorragies peuvent entraîner un blocage de l'angle irido-cornéen, donc une moins bonne circulation de l'humeur aqueuse et donc une tension qui monte. Et enfin, des hémorragies vitréennes que vous pouvez voir à distance, comme chez ce chat. Vous voyez très bien que là, on n'a pratiquement pas d'hémorragie. On voit le décollement de rétine, mais ici, on a derrière l'iris, on voit le vitré qui est rouge à cause de l'hémorragie. Donc, des choses que l'on voit à distance sans biomicroscope. Après, vous utilisez le biomicroscope. Si vous n'avez pas de biomicroscope, une forte lumière et un système grossissant qui va vous permettre de voir des détails à l'intérieur de l'œil. Comme par exemple les hyphémas qui peuvent être plus ou moins importants. Ici, vous avez un hyphéma peu important. Vous voyez le sang qui ne s'est pas encore déposé, mais on a des globules rouges en suspension dans l'humeur aqueuse qui donnent ce flou et cet aspect un petit peu rouge. Donc là, c'est débutant et des fois, le chat ne vient que pour ce symptôme-là. Ensuite, l'hyphéma peut être plus important, comme ici, et vous voyez que le sang se dépose avec la pesanteur. Donc c'est ce qu'on appelle l'hyphéma, le sang qui se dépose vers le bas de la chambre antérieure et qui crée comme un caillot, des fois encore plus important comme ici, et des fois cela peut envahir toute la chambre antérieure et c'est là où on peut avoir des glaucomes secondaires. Des fois ils peuvent être très discrets ces hyphémas, comme chez ce chat, vous voyez on avait un hyphéma vraiment très discret, enfin une petite hémorragie en région temporale, mais assez typique d'hypertension artérielle. Parfois, ils peuvent avoir des formes particulières, comme ici, et on peut confondre avec une tumeur. Donc attention, parce que le caillot derrière l'iris, comme ici, peut entraîner un iris un peu bombé, un effet de masse, qui peut laisser penser à un mélanome. Donc on peut parfois confondre. Donc il faut faire attention, parce que là, dans ce cas-là, il s'agissait d'une hémorragie qui était derrière l'iris, comme ici. On a ici un iris bombé. Alors, ça ne se voit pas trop là sur cette image en 2D, mais en 3D, on le voit bien, et encore mieux à l'échographie. L'iris était un peu bombé, dû à des synéchies que l'on avait à ce niveau-là. Donc, il y avait une inflammation associée qui a créé ces adhérences entre l'iris et le cristallin derrière. Et du coup, l'humeur aqueuse ne passe plus entre la face postérieure de l'iris et le cristallin.
On a alors une accumulation d'humeur aqueuse, des RLRIS, qui donne cet effet bombé et ce qui entraîne une augmentation de la tension intraoculaire. Donc bien distinguer la tension intraoculaire qu'on mesure avec un tonopène ou un tonomètre quelconque de la tension artérielle dont on vous parle là depuis le début. Voici une hémorragie vitréenne chez ce chat. Donc vous constatez la pupille très rouge et ceci est dû à l'accumulation de sang dans le vitré. Voilà une autre hémorragie vitréenne chez ce chat. On voit la midriase bilatérale, le chat est aveugle. Chez ce chat, pas d'hémorragie vitréenne, peut-être des hémorragies rétiniennes, ça on le voit à l'ophtalmoscope, et par contre une hémorragie massive du vitré. Et parfois on peut avoir des lésions d'hémorragie antérieure et postérieure, comme chez ce chat, où ici on avait une hémorragie antérieure et ici une hémorragie postérieure. Maintenant, le fond d'œil. Donc, comme vous l'a expliqué Célia, on utilise l'ophtalmoscope direct ou indirect ou le panoptique et cela va vous permettre donc de visualiser des lésions. Par exemple, une tortuosité des vaisseaux rétiniens, des hémorragies rétiniennes, comme ce que vous avez sur la photo de droite, où on voit ces hémorragies rétiniennes massives, des décollements de rétine, plus ou moins importants, un œdème rétinien, avec des lésions très caractéristiques, et un œdème de la papille parfois. La tortuosité des vaisseaux rétiniens, déjà, dans un premier temps. Donc, vous voyez déjà le flou au niveau de ce fond d'œil, probablement dû à des hémorragies peut-être dans le segment antérieur. En tout cas, ici, par rapport aux images normales que vous a montré Célia, où vous aviez vu qu'on avait des veines assez droites et des artères surtout très rectilignes. Là, on a une tortuosité des vaisseaux. Là, on voit très bien ici, à ce niveau-là, la tortuosité qui est assez caractéristique. Ensuite, on a des hémorragies rétiniennes. Alors, ce tableau qui peut paraître un peu complexe est surtout pour vous montrer 4 lésions assez caractéristiques d'hémorragie. Tout d'abord, ce type d'hémorragie en quille de navire, très caractéristique. Il s'agit d'hémorragie pré-rétinienne. Ensuite, on a des hémorragies sous-rétiniennes, donc profondes, comme ceci, avec souvent cette forme-là, et surtout un rouge très sombre. Donc c'est la caractéristique. Et ensuite, des hémorragies intra-rétiniennes, donc à l'intérieur de la rétine, soit des hémorragies intra-rétiniennes profondes, comme ici, soit plus superficielles, comme ici, avec un aspect en flamèche, comme vous voyez là, assez caractéristique. Voici donc des cas d'hémorragie rétinienne lorsque vous réalisez l'ophtalmoscopie, directe ou indirecte, avec ici une hémorragie sous-rétinienne. D'accord ? Donc plutôt sombre. Et ici une hémorragie sous-rétinienne associée à une hémorragie intra-rétinienne profonde. Les cas d'œdème rétinien, ça c'est très très fréquent. On en voit beaucoup, souvent avant d'avoir des hémorragies. Vous voyez, c'est ces lésions un petit peu floues, ici. Donc ça, l'aspect flou, la caractéristique floue, c'est vraiment typique. Un peu foncé, un peu bulleux. Et vous voyez qu'il n'y a pas d'hémorragie autour de cette lésion, c'est une lésion d'œdème. On peut avoir des décollements de rétine. Bon, on avait déjà vu cette photo, je vous la remonte parce que là, il n'y a même pas besoin d'ophtalmoscope. Avec la midriase induite par le décollement, on voit ce décollement avec cet aspect très festonné de la rétine décollée, avec d'ailleurs une petite hémorragie ici rétinienne qui est bien visible. Et lorsque vous réalisez le fond d'œil, on a le décollement qui est bien visible avec cet aspect caractéristique. Une des caractéristiques, c'est que lorsque vous mettez à 0 avec votre ophtalmoscope direct, parce que je pense que l'ophtalmoscope direct, vous l'utilisez tous, si vous mettez à 0, qui est la position de la lentille standard pour réaliser un fond d'œil, eh bien là, vous allez être flou. Pourquoi la zone ici va être floue? C'est parce que la rétine est décollée, donc elle va être un peu avancée. Du coup, vous allez devoir rajouter quelques dioptries à votre ophtalmoscope direct et donc tourner un petit peu, vous savez, ce disque que vous avez dans l'ophtalmoscope direct, vous ajoutez des lentilles et donc vous allez pouvoir voir plus en avant de la rétine et donc voir la rétine décollée de façon nette comme ici.
Voilà un autre fond d'œil de décollement rétinien complet, très caractéristique, hein, avec un détachement là, complet et un aspect qui est dit en feuille de liseron. Et chez ce chat, avec une mydriase bilatérale complète. L'échographie oculaire que l'on réalise, nous, ici, avec un ophtalmoscope, avec un échographe haute fréquence, mais on peut aussi utiliser un échographe plus classique, comme vous utilisez peut-être quotidiennement pour l'abdomen. Dans ce cas-là, donc, on voit très nettement, là, vous avez le globe oculaire, avec chez ce chat, on voit bien le décollement de rétine complet, avec ce décollement en fleur de liseron. Parfois, des décollements beaucoup plus discrets, comme ici, où vous voyez, donc là, on a la coupe de l'œil, l'avant, on a la cornée ici, la chambre antérieure, le cristallin, l'écorce ciliaire, le vitré, relativement transparent chez ce chat, avec parfois des hémorragies lors d'hypertension artérielle, et ici, un décollement rétinien très discret, qui était bien visible à l'échographie. Voilà, je vais repasser la parole à Célia Maringue pour la suite et le diagnostic et la prise en charge. Merci. Du coup, on va aborder la dernière partie donc, sur la prise en charge de la maladie rénale chronique. Donc, c'est l'arbre décisionnel qui a été décrit dans l'étude dont vous avez les références juste en dessous. Donc, une fois que le diagnostic donc, de la maladie rénale chronique a été fait, vous allez donc le même jour, en tout cas rapidement juste après, réaliser une mesure de pression. Si celle-ci est inférieure à 160, vous allez faire des suivis de pression tous les 3 mois. Si elle est supérieure à 160, c'est à ce moment-là où on va rechercher les lésions des organes cibles et donc notamment le réaliser un fond d'œil. Si vous avez des lésions des organes cibles, vous pouvez initier tout de suite le traitement antihypertensif. Si vous n'avez pas de lésions des organes cibles, à ce moment-là, on fait un suivi au bout de 8 jours et lors de ce suivi, vous allez réaliser à nouveau une mesure de tension et un examen du fond d'œil. Si la tension est cette fois-ci inférieure à 160 et que vous n'avez pas de lésion des organes cibles, on réalise donc à nouveau un suivi de pression tous les 3 mois. Par contre, si vous avez soit la tension qui est supérieure à 160 et ou des lésions, donc des organes cibles, des lésions au fond d'œil, vous pouvez initier le traitement antihypertensif. Donc, on voit bien que l'examen du fond d'œil, il est fondamental dans la prise de décision pour savoir si effectivement on initie ou non un traitement antihypertensif. Donc, du coup, en conclusion, je ne sais pas, vous voulez la faire? Je la fais, c'est bon? Allez, vas-y. C'est toi qui as fait la pour la conclusion, donc, la maladie rénale chronique est une maladie très fréquente, notamment chez le chat âgé, et très souvent associée à l'hypertension artérielle. Et associée à cette hypertension artérielle, on a une forte prévalence de lésions oculaires, ce qui montre le grand intérêt de la réalisation du fond d'œil dans le suivi de la maladie rénale chronique. C'est un examen donc rapide et peu invasif. Les lésions oculaires sont facilement visibles et ça a un grand intérêt notamment chez les chats stressés. Pour la réalisation du fond d'œil, donc le dépistage, ça permet un dépistage précoce de l'hypertension et une initiation du traitement antihypertensif. Et donc, c'est fondamental pour diminuer la morbidité et la mortalité liées donc à la maladie rénale chronique chez le chat âgé. Hop, je vous repasse. Merci. Alors, merci tout d'abord de nous avoir suivis. On va être à votre écoute là pendant, on a un petit peu de temps, on a fini un peu plus tôt que prévu, donc on va être disponible pour les questions. N'hésitez pas, c'est le moment. Avant cela, on va réaliser notre traditionnel quiz avec à gagner un livre qui est tout nouveau. Donc c'est la première fois qu'on peut vous le proposer en cadeau. Et ça cadre vraiment parfaitement avec la conférence du jour puisque c'est l'Atlas du fond d'œil des carnivores domestiques
qui est paru il y a quelques jours et qui a été écrit par nos confrères Charles Cassagne et Gilles Chaudieu. Un super livre avec plein d'images, avec des images normales chez le chien et chez le chat, des images pathologiques avec quasiment la grande majorité des maladies qui sont décrites au travers du fond d'œil. Donc vraiment, je vous le conseille. Alors, le quiz. Si vous êtes prêts, on va le lancer. On va suivre vos réponses. Et je vais vous mettre une photo. Et donc, il s'agit de nous dire quelle est la lésion visible. Voilà. Donc, il s'agit d'un chien. Donc, il faut localiser la lésion. Alors, hémorragie vitrée, non. Vitréenne, non. Intracristallin, non. Vitréenne, non. Uvite, non. Hémorragie antérieure et cataracte, non. Hémorragie du vitré, non. Ouais, vous voyez tous une hémorragie du vitré, mais alors c'est pas facile, hein, je vous dirai pourquoi. Vous êtes tous excusés. Iféma, hémorragie du cristallin, non. Mais c'est vrai que c'est traître. Hein. Bah, j'ai essayé de sortir un petit peu de ce qu'on voit d'habitude. Décollement de rétine, non. Corps étranger, non. Hémorragie cornéenne, voilà. Alexandra, c'est ça? Alexandra B. Bravo. Bravo, Alexandra. C'était bien une hémorragie cornéenne. Voilà. Après, il y en a d'autres qui l'ont vu. Bravo à tous. Alors, je vois qu'il y a beaucoup d'autres réponses sur des hémorragies à d'autres cornées. Après, il y en a d'autres qui l'ont vu, là. Gabi, bravo. Hémorragie de la cornée. Ok, bon, bah, bravo Alexandra, vous avez été la plus rapide. Donc oui, c'est un peu traître et franchement, vous êtes tous excusés, c'est pas facile parce que normalement, dans les conditions normales, on peut voir en 3D, ce qui vous permet, avec un système grossissant ou avec votre biomicroscope ou même l'ophtalmoscope, vous allez vite localiser cette lésion que l'on voit là. Bon, tout de suite, vous avez tous vu qu'il s'agissait d'une lésion hémorragique, donc là, vous avez tous raison. Mais après, il faut savoir à quel niveau elle se situe. Et c'est vrai que sur une photo, voilà, on voit pas en 3D. Donc, je peux comprendre qu'on l'imagine plus profondément. Mais il s'agissait là d'une hémorragie cornéenne. C'est pas hyper fréquent, ces hémorragies, qui sont des hémorragies stromales, c'est-à-dire dans l'épaisseur de la cornée, un peu en nappe, comme ceci. Donc, c'est le stroma qui s'infiltre, les fibres de collagène qui sont infiltrées par l'hémorragie. Souvent, on a un ou deux vaisseaux qui expliquent le fait que donc souvent en région temporale ici, qui explique le fait que des globules rouges, des hématies, aient été apportés jusqu'à cette localisation de la cornée. Et ce qui se passe, c'est qu'on a un de ces petits vaisseaux qui éclate et donc on a cette hémorragie en nappe. Alors, c'est des lésions qu'on voyait très peu il y a plus de 15 ans, parce que c'est une lésion typique des chiens très âgés. Et c'est vrai qu'avec le vieillissement que l'on a maintenant des chiens et des chats de la population, donc vieillissement dû à l'augmentation de l'espérance de vie, l'augmentation des soins que vous faites, eh bien, c'est une lésion que l'on voit de plus en plus parce qu'elle est caractéristique des animaux âgés. Voilà. C'est une lésion qui n'est pas grave. Ça impressionne beaucoup les propriétaires. Ils viennent en vous disant, voilà, il y a une tache rouge depuis hier, ils pensent que c'est une urgence, alors que pas du tout. Elle se traite, en fait, elle se résorbe quasiment toute seule en quand même quelques semaines. Donc, ça met quelques semaines avant d'avoir une disparition de l'hémorragie des hématies à l'intérieur du stroma. Et on aide avec un collier anti-inflammatoire en local, type dexaméthasone en collier, 3 fois par jour pendant quelques semaines. Voilà, donc ça accélère un peu la guérison et puis surtout ça permet de réduire la cause qui est ces petits vaisseaux que l'on a souvent à ce niveau-là. Voilà, donc oui, vas-y. Je rajoute juste un petit quelque chose par rapport aux hémorragies cornéennes. Il y a une étude assez, enfin, pas très ancienne de souvenir, qui en fait ils ont établi un lien avec les hémorragies et le fait que chez les chiens âgés, ça pouvait être lié à du Cushing, l'hypothyroïdie, l'hypertension artérielle. Donc, c'est toujours intéressant quand on a ce type de lésion de faire à minima un bilan sanguin approfondi. Voilà. Je repasse la parole à Laure. Ouais, beaucoup de Cushing, ouais, c'est vrai.
Merci à nouveau. Et puis, on vous retrouve bientôt pour la suite, comme vous l'a dit Cécile, et en particulier les traitements que l'on abordera lors d'une des prochaines webconférences. Voilà, merci à tous, vous avez été nombreux. Merci à Cécile, qui a peut-être un petit mot à rajouter. Alors oui, il y a 2 questions, Laurent. Ah oui, des questions. La première, pourquoi ne pas initier un traitement antihypertensif avant d'avoir des lésions? Ça dépend en fait de votre suspicion. On en avait un petit peu parlé dans la conférence précédente, c'est-à-dire que généralement on fait plusieurs suivis, notamment quand on est dans la fenêtre entre guillemets entre la pression entre 140 et 160. S'il n'y a pas de lésion du fond d'œil, on va plutôt effectivement réaliser des suivis plutôt que mettre en place un traitement tout de suite. Après, si vous avez des hypertension artérielle très marquée à plus de 180 et qu'il n'y a pas de lésion du fond d'œil, c'est vrai que mettre en place un traitement sur des mesures répétées qui sont très élevées, ça peut quand même se justifier. Voilà. Et la deuxième question concerne, est-ce que la gravité des lésions du fond d'œil est proportionnelle à l'intensité de l'hypertension? Bonne question. Il y a eu là aussi une publication où il montrait que, alors j'ai plus les valeurs exactes en tête, mais je crois que quand la pression était supérieure à 200 ou 220, effectivement les lésions au fond d'œil étaient souvent plus massives et les risques de décollement complet ou d'hémorragie viscéenne, rétinienne, etc. étaient effectivement plus importants quand la pression était haute. Voilà. Une autre question, y a-t-il un intérêt pour le pronostic de localiser la zone d'hémorragie au niveau de la rétine? Sous-rétinienne, pré-rétinienne et ainsi de suite. Par rapport au pronostic? Oui. Ça, je n'ai pas de connaissance. Pas que je sache. Non, pas spécialement. C'est plus pour la description des lésions, pour le suivi du fond d'œil, caractériser la localisation de l'hémorragie. Ça permet de faire la description et de suivre en fonction de l'évolution la taille de chaque hémorragie. Après, par rapport au pronostic, là, pour le coup, j'ai pas de connaissance que ça aurait une influence. Non, pas par rapport à la localisation. Non, il n'y a rien de précis là-dessus qui a été montré. Ce qui compte, c'est, comme disait Célia, c'est de la localiser pour pouvoir la suivre, en fait. Et après, ce qui compte, c'est la taille de cette hémorragie, l'importance de l'hémorragie. C'est vrai, plus que la localisation. Et puis après, savoir s'il y a des décollements associés, bien sûr. Ça, c'est plus le décollement va être important, plus le pronostic va être réservé. Ok. Autre question, y a-t-il un traitement spécifique à l'œil dans le cas du glaucome associé à l'hypertension? Spécifique, non. C'est-à-dire qu'on utilise les mêmes produits. Donc chez le chat, c'est avant tout l'association d'orzolamide et Timoptol, donc le Cosopt. L'azopt aussi, parfois, qui est utilisé chez le chat. Le latanoprost, qui n'est pas vraiment indiqué chez le chat. Il n'y a pas eu d'études qui ont montré l'intérêt du latanoprost, le xalatan, qui marche très très bien chez le chien, pardon. Là, il y a eu plein d'études, mais chez le chat, ça ne fonctionnerait pas. Donc ça, c'est pour le traitement médical, donc surtout le Cosopt pour ce qui est du médical, ou l'azopt en collyre, donc les inhibiteurs de l'anhydrase carbonique. Et ensuite, on a, sur les cas graves qu'on n'arrive pas à maîtriser médicalement, la chirurgie. Donc chirurgie soit de cyclophotocoagulation au laser diode, comme pour un glaucome classique, et puis des iridotomies sur les iris bombés que je vous ai montré tout à l'heure. On peut faire une iridotomie au laser aussi pour permettre à nouveau à l'humeur aqueuse de passer dans un champ antérieur. Alors, ça, là, je vous ai donné le traitement classique que l'on fait chez un chat glaucomateux, avec cette conduite à tenir, traitement médical puis chirurgical. Là, on est dans le cadre d'animaux qui sont souvent âgés, des chats âgés, qui sont insuffisants rénaux, qui ont de la tension. Donc là, je vous ai dit au niveau théorique la chirurgie, mais c'est vrai que chez ces chats hypertendus avec insuffisance rénale,
on fait tout pour éviter d'en venir à la chirurgie, bien sûr, hein. Donc, on reste quand même souvent sur du traitement médical. Si je peux me permettre, ça dépend aussi de la cause du glaucome, c'est-à-dire que si c'est lié notamment à un hyphéma massif qui peut en fait empêcher l'écoulement et l'élimination de l'humeur aqueuse, à ce moment-là, on peut mettre des traitements anti-inflammatoires topiques pour justement diminuer l'uvéite et donc baisser la tension. Après, il faut toujours être quand même un petit peu prudent parce qu'on sait qu'il y a par rapport au traitement anti-inflammatoire, même en topique, une résorption systémique. Donc, ça dépend aussi du stade de la maladie rénale chronique. Voilà. Mais pensez à rester sur du médical avant tout, parce que c'est vrai qu'au niveau anesthésie, chez ces chats, ça peut être dangereux. Pouvez-vous expliquer comment vous mesurez la tension artérielle, vos difficultés? Ça, on en avait beaucoup parlé dans la conférence précédente sur les différentes techniques. Effectivement, nous, on fait au Doppler et il faut être dans un environnement calme, il faut prendre plusieurs mesures et faire une moyenne. Après, les difficultés, c'est quand l'animal est stressé, évidemment, et il peut y avoir plusieurs impacts sur la tension à ce moment-là. Mais c'est vrai que c'était très détaillé dans la conf précédente. Donc, je ne sais pas si je reviens plus dessus ou pas. Mais voilà. Ou le replay est toujours disponible, peut-être. Voilà, exactement. Une fois le traitement de l'hypertension mis en place, est-ce que les symptômes oculaires disparaissent? Midriase, hémorragie? Très bonne question. Et avant d'y répondre, je vous invite à participer au prochain webinaire. Mais comme l'a fait Célia pour la question d'avant, je vais vous répondre quand même. Je vais quand même vous répondre, mais ça sera plus détaillé plus tard. Oui, les symptômes oculaires disparaissent, pas dans tous les cas, hein. Bon, c'est comme dans beaucoup de choses, mais on peut obtenir de très très bons résultats. Donc, en mettant en place le traitement de l'hypertension, vous allez suivre la baisse de la tension artérielle, et en parallèle, vous allez avoir une résorption en quelques semaines des symptômes oculaires, les hémorragies, la midriase, et donc vous voyez on a des hémorragies massives comme celles que je vous ai montrées, et vous voyez de semaine en semaine les hémorragies qui se résorbent grâce à ce traitement, et en parallèle, la tension du chat qui baisse. Donc non seulement ça l'améliore au niveau des yeux, on a même des chats qui retrouvent de la vision alors qu'ils étaient complètement aveugles, mais vous savez aussi que donc vous gérez au niveau de l'état général, donc vous allez aussi améliorer son état général, sa forme, son bien-être, et donc je parlais des résorptions d'hémorragie bien visibles, et la midriase aussi qui peut disparaître, la vision qui revient, et on a même de très beaux recollements de rétine. Donc, alors c'est vrai que quand le décollement est complet, comme l'un de ceux que je vous ai montré, c'est beaucoup plus difficile, le pronostic est souvent sombre, mais sur des décollements intermédiaires ou très débutants, on a des recollements de rétine, et ça c'est vraiment assez beau à voir. Voilà, souvent en amont. Ouais. Et je rajoute une toute petite chose, et c'est pareil, on détaillera plus la prochaine fois, mais là aussi, vous avez une étude où ils ont essayé de déterminer un pourcentage de récupération, et ils avaient entre 50 et 60% de récupération, même dans des cas d'écollement complet. Après, voilà, il y avait pas mal de paramètres qui intervenaient, donc ça, on en rediscutera la prochaine fois. Ben, je vous remercie. Très bien. J'ai l'impression... Alors, hop. Encore des nouvelles questions. Un chat à 190 qui fait un glaucome bilatéral est forcément lié à l'hypertension? Non. Pas forcément. Non. Je pense même que tout va dépendre des lésions dans la chambre antérieure que l'on a, parce que c'est vraiment les lésions de la chambre antérieure qui entraînent un glaucome. Donc, ça va dépendre de ce que vous voyez associé à votre tension artérielle. Est-ce qu'il y a une hémorragie? Est-ce qu'il y a un iris bombé, comme je vous ai montré? Dans ce cas-là, oui, il y a probablement un lien. S'il n'y a pas d'iris bombé et qu'il n'y a pas d'hémorragie, pas grand-chose dans la chambre antérieure, il y a des chances pour que ça soit non lié. Qu'il soit à la fois hypertendu et qu'il ait aussi une hypertension intraoculaire.
Oui, le PDF, vous l'aurez bientôt, hein, dans 2 heures. Et ensuite, concernant sur un chat atteint de maladie rénale chronique et hyperthyroïdien qui présente des lésions oculaires, dans quel ordre contrôler les choses? Alors, stade de maladie rénale chronique et dosage T4. Je suis en train de... J'essaie de comprendre la question. Dans quel ordre contrôler? Ah oui, pour modifier le dosage antihypertenseur. Logiquement, effectivement, contrôler les choses, ce serait pour le suivi plutôt, si je comprends bien. C'est pas au moment du diagnostic, c'est une fois qu'on a fait le diagnostic, dans quel ordre ouais, je pense qu'effectivement, il faut essayer de tout rééquilibrer et ensuite refaire des contrôles réguliers de pression et contrôle de fond d'œil pour justement adapter le traitement. Là aussi, le fond d'œil va vous aider pour dans l'aide du dosage du traitement antihypertenseur. Après, là, je pense que mes compétences en médecine interne sont peut-être moins bonnes que les vôtres par rapport à ça. Voilà. Sédaté si chat agressif cause un problème pour un fond de l'œil. Pour voir le fond de l'œil, non, pas particulièrement. Hein. Vous pouvez sédater. Après, c'est plus par rapport au type de produit que vous allez utiliser et puis par rapport à la mesure de la tension artérielle. Où là, il peut y avoir un impact. Donc ça, on peut en discuter. Mais par rapport au fond de l'œil, non. Dans l'idéal, il faut essayer de réussir sans se faire griffer à le dilater avant, parce que pendant l'anesthésie, vous risquez d'avoir un myosis et d'avoir un moins bon accès au fond d'œil. Mais après, pour les lésions, effectivement, ça ne change rien. La question suivante, donc, c'est le niveau de la T4 est influencé par la maladie rénale chronique. Alors ça, oui, effectivement, il faut une fois qu'on a traité la T4, mesurer effectivement votre créatinine et le SDMA pour justement, puisque les deux s'influencent, effectivement, il faut refaire des mesures de contrôle après. Oui. Parfait. Écoutez, j'ai l'impression qu'on est arrivé au bout des questions. Merci beaucoup. Alors du coup, merci beaucoup Laurent et Célia. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Donc, il est disponible en replay. Ceux qui ont déjà eu lieu sur la mesure de pression artérielle, les lésions oculaires ou les lésions rénales et cardiaques sont toujours disponibles si vous le souhaitez. Et également, on en avait fait un en janvier sur l'intérêt ou comment parler de la mesure de pression artérielle et de l'hypertension artérielle dans le cadre de médecine préventive sur des chats qui vont bien. Voilà ce que je pouvais rajouter pour conclure. Laurent, Célia, si vous voulez rajouter un petit mot. Juste merci Cécile pour l'organisation et merci à tous, hein, comme d'habitude, d'être aussi nombreux et puis vos questions voilà, qui sont à chaque fois passionnantes. Et puis on a hâte de vous retrouver pour la prochaine conférence. Merci Cécile et merci à tous et à la prochaine conférence. Avec plaisir, rendez-vous au mois de juin. Voilà, au mois de juin. Au revoir. Bonne journée.